À tout moment, c'est la prochaine série de mystères scientifiques. Qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce que l'énergie noire? C'est 95% de ce qui dirige l'univers. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Y a-t-il un multivers? Je perds le sommeil en me demandant, sommes-nous assez intelligents pour réellement comprendre l'univers un jour? L'astrophysicien de renommée mondiale Neil deGrasse Tyson est avec nous pour nous aider à comprendre l'univers En découvrant d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici et quel pourrait être notre destin. au-delà des étoiles. Y a-t-il des extraterrestres? Génétiquement, nous partageons entre 1 et 1,5% d'ADN identique avec un chimpanzé. Imaginez une forme de vie dont l'ADN dans ce vecteur dépasse de 1,5% le nôtre. Wow. À quoi ressemblerions-nous pour eux? La Terre pourrait littéralement être un aquarium ou un terrarium qu'ils auraient construit pour leur propre amusement. Je suis totalement convaincu qu'il existe des extraterrestres intelligents. S'ils nous trouvent et veulent faire de nous leurs animaux de compagnie, c'est peut-être notre meilleure option. Vivons-nous dans une simulation? Il est difficile de s'y opposer. À mesure que notre connaissance s'étend, le périmètre de notre ignorance s'accroît aussi. Mais de tout ce que les humains ont jamais inventé, la science est peut-être la seule chose capable de nous donner accès à la compréhension de notre place dans l'univers et de nous offrir des voies sûres vers notre avenir. Bonjour, je suis Maïm Bialik Et je suis Jonathan Cohen, et bienvenue dans notre décryptage. C'est un épisode bouleversant. et aussi très très drôle. C'est un épisode qui élargit l'univers. Nous avons hâte de vous dire qui nous recevons aujourd'hui. En général, dans nos introductions, on pose des questions comme « Que s'est-il passé avant le Big Bang? Que se passe-t-il après la mort? Vivons-nous dans une simulation? Y a-t-il des extraterrestres? Peut-on voyager dans le temps? Devinez quoi? » Voici l'homme qui répondra à toutes ces questions. Jonathan, qui est notre invité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous discutons avec Neil deGrasse Tyson. Il est astrophysicien, comme vous le savez, et directeur du planétarium Hayden au Musée américain d'histoire naturelle depuis 1996. Il est l'auteur de 19 livres. C'est un communicateur scientifique incroyablement talentueux et doué. Il a aussi participé à 2 épisodes de The Big Bang Theory, dont nous allons parler avant d'aborder les questions suivantes. Peut-on voyager dans le temps? Y a-t-il des extraterrestres? Les extraterrestres nous observent-ils? Vivons-nous dans une simulation? Que se passe-t-il après la mort? Comment explique-t-il les expériences de mort imminente? Y a-t-il un dieu? Nous discutons de tous ces sujets avec Neil deGrasse Tyson dans cet épisode. Nous voulons juste mentionner Just Visiting This Planet, Further Scientific Adventures of Merlin from Omnicia. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Il a été publié pour la première fois en 1998, mais une nouvelle édition vient tout juste de sortir en 2025. C'est vraiment, vraiment génial. C'est le personnage du docteur Tyson Merlin qui répond à d'autres questions. Aussi, Cosmos Confidential. Neil and Bill's Excellent Bromance est un projet audio incroyable avec William Shatner qui est déjà disponible, alors allez l'écouter aussi. Et Merlin's Tour of the Universe, révisé et mis à jour pour le 21e siècle, est sorti en 2024. Alors allez le découvrir. Ces livres sont incroyables. Ce sont de merveilleux cadeaux aussi. C'est exactement le genre de livre que j'ai envie d'offrir à mes enfants parce qu'il aborde toutes ces questions. Alors, Nous sommes très heureux d'avoir Neil ici en personne, sans plus attendre. Dr Neil deGrasse Tyson, bienvenue dans Breakdown où nous allons tout décortiquer. Break it down. Eh bien, merci. Merci de m'accueillir. C'est ma première fois dans cette émission. Je crois bien. Nous essayons depuis un moment. Oh mon Dieu, Ça a très longtemps qu'on veut discuter avec vous. j'attendais. Vous n'avez jamais appelé, vous n'avez jamais écrit. Et parce que vous êtes passé dans mon podcast. Ok, donc ça, oui, donc c'était peut-être il y a 10 ans. OK. Ce qui est un souvenir lointain. J'étais très honoré et je voulais être à la hauteur. Parlez-nous de votre crossover avec The Big Bang Theory. J'étais là? Pas la première fois, mais la deuxième fois. Mais vous n'étiez dans aucune des scènes auxquelles j'ai participé. D'accord, donc ma mémoire sert pour les scripts de Blossom, les scripts de The Big Bang Theory et la musique. Des chansons que vous n'avez pas entendues depuis 40 ans. Je me souviens des paroles, mais vraiment... J'ai passé une nuit avec ma grand-mère dans un hôtel en Floride, mais je ne m'en souviens pas. Et je ne me souviens pas si on s'est croisés sur The Big Bang Theory. Ça peut arriver de ne pas se souvenir, ne vous en faites pas. Ça s'appelle vieillir. Donc, mon premier caméo, je crois que c'était la saison 3, peut-être. Ok, et je suis arrivé à la fin de la saison 3. Oui, c'était ça. Et j'ai eu une altercation avec Sheldon pour savoir si Pluton devait être une planète. Parce que je venais juste de me faire clouer au pilori par des enfants de 8 ans,
des élèves de CE2 qui venaient juste d'apprendre My Very Educated Mother. Just served us 9 pizzas. Et donc, j'ai reçu des lettres haineuses d'enfants en primaire, griffonnées au crayon. C'est le pire genre de haine. C'est le pire genre de haine parce que c'est tellement... ça te brise le cœur. Et vous savez, cher Dr. Thiessen, maintenant je n'ai plus de planète préférée parce que vous m'avez enlevé ma préférée. Voici une photo d'elle, remettez-la dans le... Je n'ai plus d'espoir ni de rêve. Donc, même si j'ai été impliqué dans la rétrogradation de Pluton, j'étais vraiment juste un complice. Je veux dire, les données sont arrivées. Et à New York, nous étions les représentants les plus visibles de la rétrogradation de Pluton parce qu'on était en train d'ouvrir une nouvelle exposition et on a simplement retiré Pluton du groupe des planètes. Tellement impoli. Elle l'avait bien cherché. Nous l'avons retiré des planètes et placé parmi les autres boules de glace sales du système solaire externe, là où est sa place. Les boules de glace sales. Rien que le langage que vous utilisez, c'est insultant. C'est précis. Donc c'est... Pour un homme de votre stature académique de parler de Pluton ainsi. Donc, je veux juste préciser que je ne suis pas acteur, donc même en jouant mon propre rôle, j'avais besoin de conseils du réalisateur et ça m'a beaucoup aidé. Plus tard, j'ai animé Cosmos, ce qui m'a donné un peu plus de temps devant la caméra et même du temps avec un script, comment lire un script comme si ça sortait de toi naturellement. Oui, Vous prenez ça pour acquis, mais oh là là, réussir à faire ça. c'est vrai. Et donc, pour Cosmos, il voulait... Vous n'avez pas posé la question, mais je vais en parler. Allez-y. Il voulait m'engager un coach vocal et j'ai dit « Un coach vocal, je sais parler. Comment ça? Bienvenue dans l'univers. Comment ça, un coach vocal? Ce sont des gens qui t'apprennent les accents. Je n'ai pas besoin de coach vocal. » Qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, ils ont fait venir le coach vocal et c'était l'un des moments les plus incroyables que j'ai jamais vécu. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous aviez un accent irlandais avant? Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Non, non, non. C'était comment lire un script et là, c'était le moment de transition pour moi. J'ai traversé un portail, un prosénium. C'était... Voici une liste des planètes dans l'ordre à partir du Soleil. OK, la voici dans le script. OK. OK, donne-la moi. Alors, je dis, d'accord. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. À l'époque, OK, mais on considère encore que c'est acceptable. Maintenant, comment dirais-tu cela si tu ne le lisais pas? OK, même si c'est toujours là. Oui. Voici comment je le ferais maintenant. Je dirais Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ça, c'est beaucoup plus du genre spontané. Oui. Et ce passage m'a complètement transformé dans ma capacité à lire un script. Encore une fois, quelque chose que vous prendriez pour acquis parce que vous le faisiez professionnellement. Cet épisode, c'est devenu Dans les coulisses de l'acting avec Neil deGrasse Tyson. Exactement. Comment transformer Neil en un acteur de caméo légèrement meilleur? Je veux dire, vous avez vraiment une voix très mélodieuse, vous avez vraiment une très belle voix. Je ne m'entends pas. Quand je suis dehors dans le monde et que je porte un chapeau, et le masque COVID aide beaucoup à réduire la reconnaissance. Il n'y a plus de Covid ou c'est pour ça que vous êtes là pour nous l'annoncer? Spec. Non, mais je fais ça et ça diminue le facteur de reconnaissance. Mais votre voix est... Alors, je parle et les gens se retournent. Oui. Donc, je dois faire ça sans parler si je veux être totalement incognito. Les gens me reconnaissent souvent à ma voix. Je pense que si tu as une voix un peu inhabituelle, qui n'est pas dans la tonalité de la plupart des gens, Maintenant, faites-le comme si les planètes allaient partir dans toutes les directions et que l'univers était en train de disparaître. Oh, wow. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne. J'ai besoin de ma motivation. Merci. Ce coach a vraiment fait du bon travail. Donc la deuxième fois, j'allais justement dire la deuxième fois. c'était lors de la dernière saison et... Oui, tout le monde s'en souvient. Oui, c'est là que vous avez reçu votre prix Nobel. Ah, c'est vrai. Comment ça? Oh, c'était juste une considération secondaire. OK. Je n'étais pas sous l'emprise de drogue. OK? Je ne me rappelle juste pas des choses comme ça. Je me souviens que ce soit votre cas ou pas. OK, donc ça explique pourquoi quand je vais voir des acteurs qui ont eu une réplique vraiment marquante dans un film et je la leur récite, ils me regardent en mode « De quoi vous parlez? »
Et donc, j'ai dû comprendre que quand tu joues, c'est une performance sur le moment et tu continues d'avancer. Exactement. Ça ne reste pas avec toi de la même façon que ça peut rester avec les personnes que tu as touchées par ton travail. C'est ça. Donc, dans celle-là, c'était une intrigue vraiment drôle, où Raj a été invité par le JT local à commenter une comète qui passait. Il y avait un événement astronomique. Oui. Et il a cru faire le malin en disant « Oh, Neil deGrasse Tyson n'était pas disponible ?» Et présentateur... Le présentateur du journal l'a juste ignoré et a continué avec la question. Donc ça l'a un peu déstabilisé en mode « Peut-être que je n'étais vraiment pas le premier choix ». Et ensuite, il commence à se moquer de moi professionnellement et socialement. Et puis vous avez... Ceux parmi vous qui regardaient ça à la télévision en train de dire « Raj, ressaisis-toi, Raj, Raj ». Et donc, j'entends parler de ça et ensuite, ils m'écrivent un rôle où je discute avec lui depuis mon bureau. Ils ont reconstruit mon bureau entièrement en prenant des photos. Donc, je suis là, je l'appelle et il est dans une voiture et je dis « Raj, c'est Neil deGrasse Tyson ». Oh, qu'en est-il de cette dispute sur Twitter dans laquelle nous sommes parce que ça s'est passé Oh, c'est vrai. sur les réseaux sociaux? Et je dis, je vais être à la... Comment s'appelle la librairie à Pasadena? Il y a une librairie là-bas? Oh. Vromance. Oui, je serai chez Vromance. Viens là-bas et dis-le-moi en face. Et il dit, oh non, je suis occupé, je ne peux pas venir, je suis désolé. Donc, c'était un truc très tendu, mais la réplique la plus drôle du script, qui a été inventée sur le moment, pas par moi, je ne peux pas m'en attribuer le mérite, c'était quand je passe en revue une liste de personnes que j'interpelle pour leur comportement sur les réseaux sociaux. Et puis, on a raccroché et j'ai dit, c'était satisfaisant. Qui d'autre a besoin d'une correction à la de grâce? C'est ça. Une correction à la de grâce. Une correction à la de grâce. Et puis j'appelle Bill Nye et je dis « Bill, c'est Neil ». On doit parler, puis il raccroche rapidement. Et c'est tout. C'était ma seule présence. Qu'est-ce que ça faisait de voir l'évolution d'une série qui parlait, en gros, de genre de personnes qui adorent Neil deGrasse Tyson? J'étais ravie que mon peuple soit représenté dans le monde de l'acting. Et vous savez, combien de séries policières peut-on diffuser? Combien de séries sur les urgences médicales? Combien de ces séries valent une seule série de geeks? OK? Et je pense que Chuck et Bill, Chuck Lorre et Bill Prady, ils ont vu qu'il y avait des opportunités faciles à saisir qui auraient probablement été rejetées parmi une douzaine d'autres propositions d'idées. Aux gardiens de ce qui est diffusé et de ce qui ne l'est pas. Et dire, voilà, il y aura des scientifiques et personne ne comprendra de quoi ils parlent. Et il y aura des blagues et tout le monde rira. Oui, bien sûr. Je suis tellement content que ce n'était pas juste une série avec un succès modéré, l'une des plus populaires de tous les temps. Vous savez, L'île aux naufragés a duré 3 saisons. Il faut s'en souvenir. La série originale Star Trek a duré 3 saisons. Wow. Si vous regardez des épisodes de cette 3e saison, vous comprenez pourquoi elle n'a duré que 3 saisons. Vous en avez fait 8 ou 9. Non, nous en avons fait 12. 12? On disait, on a eu des bagues de remise de diplôme à la fin. On était en terminale, oui. Donc, félicitations. Je ne vous ai pas vu depuis. Eh bien, je veux dire, j'étais juste contente de faire partie de l'aventure, mais vous savez, vous et Stephen Hawking, je veux dire, on a eu des personnes incroyables avec nous. William Shatner. William Shatner. Karim Abdul-Jabbar, mon Dieu. On avait aussi une grande partie de l'univers Star Trek, ce qui est un peu la spécialité de Bill Prady. Une dernière chose, si je peux me permettre. C'est juste que, comme je suis en train de faire mon fan de la série, cette série a pris des tournants qui, pour n'importe quelle autre série, auraient pu être considérés comme un point de non-retour. Vous savez, il y a votre personnage principal qui s'intéresse à une femme qui est hors de sa portée et il y a une tension. Vous n'êtes pas obligé de parler de moi comme ça, je suis juste là. Oh, vous parlez de Penny, je suppose. Oui, et donc il y a une tension sexuelle, il y a de la gêne et ça fait avancer le scénario. Bien sûr. Tu vas consommer ça et les faire se marier? Tu ne fais pas ça dans une sitcom? C'est vrai. Mais ils l'ont fait, vous l'avez fait, et tout le monde a fini marié. Et c'était
Je pense que c'était héroïque de réussir à faire fonctionner ça dans une sitcom sans que ça te freine. Oui, je veux dire, je me souviens que quand j'ai rejoint la série, les gens étaient très, très protecteurs envers le personnage de Sheldon en particulier. Et beaucoup de gens pensaient qu'il ne devrait pas avoir de petit ami. Comme si ça allait détourner l'attention, mais je pense que les scénaristes ont trouvé une très belle façon de l'intégrer. Enfin, j'espère. Le risque de faire dérailler la série en faisant ça. Et vous m'avez dit, vous ne vous en souviendrez probablement pas. D'accord? Vous m'avez dit que vos instructions sur la façon de jouer, votre rôle, c'était d'être une Sheldon fille au lieu d'un Sheldon garçon. C'est ça. Oui, si tu fais ça, alors tu ne lui fais pas obstacle. Tu le soutiens. Et ça a très bien marché. Maintenant, je dois être une version féminine de Neil deGrasse Tyson aujourd'hui. Eh bien, donnez-moi un peu de votre voix. Mars. Non, Mars. Je prononcerai Uranus, car j'ai l'esprit d'une élève de CE2. Non, Uranus, si tu es en CE2. Oui, c'est ça. Une question pour conclure cette partie, c'est, parmi les scientifiques et collègues que vous avez actuellement, à qui voulez-vous passer un coup de fil pour lui dire ces 4 vérités? Qui a besoin d'une correction à la deGrasse? Non, je ne passe pas mon temps à penser comme ça. Je le ferai pour une sitcom scénarisée. Vous n'êtes pas obligé de le partager publiquement. Je vais vous le dire en secret, mais ne le dites à personne. Eh bien, peut-être qu'on y arrivera avec toutes les questions que nous avons. Donc, dans le temps que nous avons avec vous, vous savez, évidemment, vous faites ça, vous parlez, vous éduquez. J'essaie de ramener l'univers sur Terre. C'est ça. Vous essayez de ramener l'univers sur Terre. Et ce que nous voulions faire, c'est que nous avons beaucoup parlé, surtout depuis 1 an environ, de cette intersection entre la science et la spiritualité. Quelles choses sont fantastiques et quelles sciences les expliquent? On va passer en revue quelques sujets pour voir ce qui vous intéresse. Prêt? Magnifique. Allez-y. Et il y a évidemment... Et je vais commencer par dire qu'il y a 10 ou 15 ans, j'entrais dans une conversation sur la spiritualité ou la religion d'une manière un peu distante, en le prenant à la légère. Et puis j'ai dû évoluer au-delà de ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que je suis un éducateur. Et les gens viennent me voir avec des pensées sincères et honnêtes, des questions, des préoccupations sur leur vie, la façon dont ils ont été élevés, ce qui leur tient à cœur, ce qu'ils valorisent. Et je me suis rendu compte que je leur devais une réponse plus nuancée, plus réfléchie que simplement « Y a-t-il des preuves? Sinon, laissez tomber. » Bien sûr. Alors, j'ai passé pas mal de temps à lire de la... Est-ce que littérature, c'est le bon terme? Non, je lisais des brochures religieuses du monde entier. Bien sûr. Hindou. J'ai un exemplaire de la Torah à la maison, par exemple. C'est très populaire. J'ai tous les prospectus que les témoins de Jéhovah ont laissés à ma porte. Ils font aussi quelque chose d'un peu différent. Donc, j'ai une étagère remplie de ça. Et j'ai aussi le récit de Joseph Smith pour les Mormons. Et comme ça, quand quelqu'un vient me voir, j'ai une certaine sensibilité à leur façon de penser. Nous n'allions pas commencer avec ça, mais puisque vous y avez fait allusion, j'aimerais m'en servir comme cadre. Parce que l'une des choses qui m'intéresse, c'est à quel point différentes traditions, et j'inclus les traditions académiques là-dedans, à quel point notre fonction en tant qu'êtres humains sur cette planète est d'essayer de comprendre d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici et où nous allons. Et pour moi, la science est une autre forme de religion, n'est-ce pas? C'est un ensemble de croyances, de théories et une façon d'aborder les choses. Beaucoup de traditions religieuses essaient de trouver des réponses à ces questions. Certaines ont une certaine valeur scientifique. Quel est votre point de vue général, justement, sur la façon d'aborder ces 3 questions? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et où allons-nous? Avant que les méthodes et les outils de la science ne soient à notre disposition, le monde entier était un mystère. Pourquoi y a-t-il une tempête? Oh, Poséidon s'est levé. Il y a eu un éclair qui a frappé. Vous savez, si l'on remonte au début du 19e siècle même, lorsque Benjamin Franklin apprend ce qu'est la foudre, comment elle fonctionne, ce qui l'attire et qu'il invente le paratonnerre. Et maintenant, vous mettez ça sur votre bâtiment et ça vous protège d'être détruit. Mais avant cela, les églises étaient frappées par la foudre. D'accord? Et si c'était votre église et pas la mienne, eh bien, c'est que vous prêchiez le mauvais évangile et Dieu vous le faisait savoir.
Et donc, la divinité sous toutes ses formes, qu'elle soit monothéiste ou polythéiste, était l'explication que les gens invoquaient pour expliquer ce sur quoi ils n'avaient aucun contrôle. La science progresse et, une à une, ces choses sont consignées dans les livres d'histoire. D'accord? Personne n'accuse Poséidon ou... C'est qui la version romaine déjà? Neptune. Personne n'est accusé avec le trident. Donc c'est la tendance. Et cette tendance continue encore aujourd'hui. Et donc il m'est arrivé d'être cité parfois fidèlement avec la déclaration suivante: si pour vous, Dieu est là où la science n'a pas encore mis les pieds. D'accord? Parce que je disais que toutes les preuves indiquent le Big Bang. Si on demandait qui avait-il avant, je répondais que je ne savais pas, que des experts cherchaient. Il devait y avoir quelque chose. C'était Dieu, d'accord? L'envie de placer Dieu, ou une puissance divine, là où la science n'a pas encore mis les pieds, est immense. Les gens font ça depuis des milliers d'années. Littéralement. Oui, Newton l'a fait, Ptolémée l'a fait. Revenons à l'an 150 après Jésus-Christ, Ptolémée. Il a été le pionnier de la compréhension géocentrique du monde. La Terre au centre, tout le monde tourne autour de la Terre. Il fallait placer les planètes sur des épicycles, car elles vont parfois à gauche, ralentissent, s'arrêtent, puis repartent à droite. Ils ont inventé un mot pour ça, ils ont appelé ça rétrograde. Alors, comment expliquer tout ça? Vous avez ces épicycles, donc voilà, vous savez ce qu'il a dit? Dans la marge de son œuvre majeure, où il expose tout cela, il a écrit à la main: « Je sais que nous sommes mortels par nature et éphémères. Mais lorsque je suis à mon gré les méandres des corps célestes, je ne touche plus la terre de mes pieds. Je me tiens en présence de Zeus lui-même et je me rassasie d'ambroisie. » Il le ressent. Ce n'était évidemment pas le dieu judéo-chrétien, c'était le dieu grec, c'était un polymathe grec. Mais c'est lui qui fait appel à une influence divine sur quelque chose qu'il ne comprend pas encore vraiment. Même Isaac Newton faisait cela. Donc, cela n'échappe pas aux esprits les plus brillants qui aient jamais existé, et cela continue en gros jusqu'à aujourd'hui, mais cela se manifeste un peu différemment de nos jours. Aujourd'hui, les gens en parlent, donc les philosophes appellent cela le dieu des lacunes. D'accord? Et donc, ma réponse à cela était: si pour vous, Dieu est là où la science n'est pas encore allée, alors Dieu est une poche d'ignorance scientifique qui recule sans cesse. Et comme c'est une proposition conditionnelle, c'est fondamentalement vrai, parce que c'est une proposition conditionnelle. Ce que les gens ont fait, en particulier la communauté athée, qui essaie vraiment de me récupérer complètement, mais je garde une certaine distance. Ils ressemblent à des fanatiques religieux. Ils essaient de s'approprier tout ce que je dis. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont omis la première partie de cette citation et ils ont leur t-shirt où il est écrit « Dieu est une poche de science qui recule sans cesse ». Neil deGrasse Tyson. Oui, ces mots sont sortis de ma bouche, mais ils faisaient suite à une condition qui compte. Je ne suis pas là à faire une déclaration sur ce qu'est Dieu. Non, je dis, si Dieu pour vous, c'est cela, alors cela doit en découler. Donc, je ne considère pas la science comme équivalente à d'autres tentatives de comprendre le monde, parce qu'elle ne fait pas appel à une divinité, à aucune force divine, alors que pratiquement toutes les autres religions le font. Cela la distingue, je pense, des autres. Maintenant, si on fait un bond jusqu'à l'époque moderne, que se passe-t-il? Les gens vont voir les pyramides et se demandent comment ils ont fait. Je ne sais pas, les extraterrestres ont dû aider, d'accord? Alors, regardez à quelle fréquence les extraterrestres reviennent dans les récits des gens. Alors j'ai dit, peut-être qu'on entre dans l'ère des extraterrestres des lacunes, mais ça n'a pas l'allitération. Alors j'ai inventé une nouvelle expression, les extraterrestres de notre ignorance. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui voient des lumières dans le ciel qui bougent. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être les extraterrestres. Donc les extraterrestres remplacent le rôle que Dieu jouait dans notre ignorance à l'époque moderne. Mais la science progresse et oui, il existe des théories. Le mot théorie a été mal utilisé. Je ne veux pas blâmer les gens parce que... Mais permettez-moi de dire officiellement ce qu'est une théorie, d'accord? On ne peut pas toujours dire « j'ai une théorie ». Non, c'est une hypothèse. Einstein avait une théorie, vous avez une hypothèse. Une idée non testée est une hypothèse.
Une fois qu'elle est testée et vérifiée, puis revérifiée et revérifiée, et qu'elle organise les phénomènes du monde de manière cohérente, fait des prédictions que vous pouvez vérifier, là, c'est une théorie. Il fut un temps où on appelait ça des lois, mais aujourd'hui, on est un peu plus humble. Les gens parlent souvent de la théorie de l'évolution de Darwin. On l'appelle toujours comme ça. Les gens veulent croire, et c'est compréhensible, que lorsqu'on utilise le mot théorie, eh bien, on invente des choses et on ne sait pas vraiment. Je dis que la théorie quantique n'a jamais été prouvée fausse expérimentalement, mais on l'appelle toujours la théorie quantique. On l'appelle la théorie de la relativité d'Einstein. On ne l'appelle pas la loi de la relativité d'Einstein. C'est juste une reconnaissance du 20e siècle qu'une idée qui peut être correcte dans tous les tests effectués pourrait avoir des limites et qu'il pourrait exister des tests à la frontière qui montrent où elle échoue et qu'il pourrait y avoir une compréhension plus profonde qui nous attend. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui s'est passé entre Isaac Newton et Einstein. Isaac Newton a les lois du mouvement, les lois de la gravité, et ça fonctionne. Nous sommes allés sur la Lune grâce aux lois de Newton. C'est ça. Et puis on se rend compte, attends, si la gravité est vraiment forte ou si tu vas vraiment vite, les lois de Newton ne fonctionnent plus, on obtient une mauvaise réponse. Qu'est-ce qui se passe? Einstein dit, j'ai la réponse. C'est la relativité. Et la relativité te permet d'aller dans ces situations extrêmes. Et elle donne la bonne réponse. Que se passe-t-il si tu mets des vitesses faibles et une faible gravité dans les équations d'Einstein? Elles deviennent les équations de Newton. Donc, ce n'est pas comme si Newton avait tort et qu'Einstein avait raison. Newton est intégré dans une compréhension plus profonde, et c'est ainsi que la théorie nous porte vers l'avenir. Je me demande, est-ce qu'il y a un endroit où la science est allée trop loin en repoussant une partie du mystique, une partie de l'inexplicable? Sommes-nous allés trop loin? Suis-je biaisé quand je dis que la science ne peut jamais aller trop loin? Elle est conçue et construite pour donner à nous, humains faibles, une compréhension plus profonde du monde dans lequel nous vivons, pour que nous ne fuyions pas ce qui est mystérieux. Comme l'un des titres du livre de Carl Sagan, Le monde hanté par les démons, sous-titré, et c'est important, La science comme une bougie dans l'obscurité. Sans la science, nous errons dans l'obscurité, fuyant des fantômes. Puis-je vous dire ce que j'ai fait avec mes enfants? Devrais-je l'admettre? Je ne sais pas. Quand ils étaient petits, ma femme a un doctorat en physique mathématique, donc nos 2 enfants sont élevés par des parents instruits en sciences. Des intellos? D'accord, des intellos, d'accord. Et vous savez, il y a... Vivons-nous à une époque où on t'accuse d'être un intello? Vous savez ce que c'est, ma réponse? Merci pour le compliment. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je ne voulais pas qu'ils aient peur des fantômes. D'accord? Car je ne suis pas encore convaincu que les fantômes existent ou ont existé. Donc, ils étaient vraiment jeunes et j'ai dit, je vais vous mettre dans ce placard sombre, et fermer la porte. D'accord? Et ensuite? Ensuite, je vais faire venir un monstre pour essayer de forcer la porte du placard. Donc, bien sûr, c'est moi. Éduquer les enfants selon Neil deGrasse Tyson. Alors, je ferme le placard et je commence à faire, et ils commencent à rire. Et donc, Aïs n'ont jamais eu peur de traverser une rue sombre ou d'une maison hantée. Ça enlève un peu de plaisir aux maisons hantées parce que tu n'y crois tout simplement pas. J'ai peur de tout parce que mes parents sont entrés dans le placard avec moi. Et le monstre était toujours là. Alors, permettez-moi de te donner l'autre moitié de ça. Oui, il y a des mystères aujourd'hui que les gens apprécient ou qui leur donnent un sentiment de, un sentiment de ne pas tout savoir. Et c'est assez important pour certaines personnes. Ils ne veulent pas que la science sache tout. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à tout moment, il y a une infinité de mystères scientifiques qui existent, sont toujours là. Pas qui sont toujours là. C'est la prochaine série de mystères scientifiques. Ce n'est pas « y a-t-il des fantômes dans le placard ?» Non, c'est « qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce que l'énergie noire? Comment les molécules organiques ont-elles mené à la vie autoréplicative ?» La Terre a l'air de l'avoir fait sans difficulté, mais nous ignorons encore comment faire ça en laboratoire malgré nos meilleurs chercheurs. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Un multivers existe-t-il? Créerons-nous un jour un vortex? Ce sont des mystères, et il existe encore des mystères moins grands dans toutes les sciences.
Donc, mon problème ici, c'est que oui, je me débarrasse de certains des mystères magistraux avec lesquels vous avez grandi, mais je les remplace par d'autres. Parce que la science s'est aventurée là-bas et a trouvé des réponses. Alors, nous sommes passés à la question suivante. Nous sommes tous fascinés par les frontières que la science explore et nous sommes là pour ce voyage. Et mes frontières subsistent. Voici mon commentaire préféré à ce sujet. À mesure que la surface de nos connaissances s'accroît, le périmètre de notre ignorance augmente aussi. Répétez-le. À mesure que la surface de nos connaissances s'accroît, le périmètre de notre ignorance augmente aussi. Parce que c'est la frontière entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Donc pour moi, la science est quelque chose d'éternel. J'adore. Et si je donne la parole à certaines personnes qui ont dit « Attendez une seconde, la science est parfois tellement dogmatique et tellement sûre de ce qu'elle sait qu'elle passe à côté de l'essentiel. » Par exemple, lorsque les médecins disaient que l'esprit et le corps sont totalement séparés et que l'esprit n'a jamais d'impact sur le corps. Et maintenant, nous montrons de plus en plus que ces deux affirmations sont loin de la vérité et qu'elles ont en réalité égaré la médecine. Ensuite, ils essaient de demander aux scientifiques de rester ouverts et curieux, de remettre continuellement en question ce que nous savons et de repousser ses limites. Par exemple, vous savez, des personnes comme Gabor Maté ont introduit cette notion que nous pensions savoir pourquoi l'auto-immunité se produit, pourquoi le cancer se produit, pourquoi le diabète se produit. Et nous connaissons une bonne partie de l'histoire. Mais l'interaction entre, disons, le stress, l'environnement et notre physiologie révèle qu'il existe une combinaison beaucoup plus complexe de facteurs qui composent ce que, en tant que scientifiques, nous essayons de comprendre. Mais il y a de nombreux éléments qui sont plus difficiles à cerner, n'est-ce pas? Donc, d'abord, quelques points, et je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, juste pour que ce soit clair. Comprendre l'univers, la physique et l'astrophysique est bien plus simple que de saisir l'esprit, le corps et l'âme humain. D'accord? Donc laissez-moi juste clarifier cela. L'esprit humain et son interaction avec lui-même et avec votre corps, oh mon Dieu, c'est en partie la raison pour laquelle les neurosciences en tant que domaine sont si récentes comparées à la physique et à l'astronomie. On dit que l'astronomie est le deuxième plus vieux métier du monde. Oui. Donc, nous avons bénéficié de millénaires de brillants penseurs qui ont contribué à la physique, à l'astronomie et à l'ingénierie. Vous savez, les pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Donc, nos avancées humaines, en partie, ce qui a freiné cela, c'était la sacralité du corps humain. On n'ouvre pas juste un corps pour explorer, et surtout pas l'esprit humain. Et corrigez-moi si je me trompe, parce que c'est votre domaine. Beaucoup de ce que nous avons appris sur le fonctionnement du cerveau vient des blessures cérébrales chez les gens et de ce qu'il restait après que telle ou telle partie du cerveau ait été endommagée. Donc, il ne s'agit pas d'étudier le cerveau en laboratoire, mais d'attendre une lésion cérébrale pour voir ce que vous apprendrez aux urgences. Je voulais juste clarifier ce point. Deuxièmement, il existe une infinité d'exemples que l'on peut donner, comme celui qui vient d'être présenté, où il y a une vérité dominante, appelons-la ainsi, qui sera plus tard démontrée comme étant fausse. Je dirais sans hésiter que si vous retournez à cette époque et que vous regardez les recherches en cours, je vous garantis que, quelle que soit la chose qui s'est finalement révélée fausse, elle n'avait pas été vérifiée expérimentalement. C'était « je pense que c'est vrai, c'est probablement vrai, j'ai fait quelques trucs de mon côté, qu'en pensez-vous » Oui, ça a du sens, déclarons-le. Et donc, c'est la vérification expérimentale qui le rend vrai. Et il est très difficile d'expérimenter sur le corps humain pour les raisons que j'ai évoquées. Et l'esprit humain? C'est pourquoi, et surtout l'esprit humain, c'est pourquoi les meilleurs exemples de cela viendront du domaine de la médecine. D'accord? Où les médecins sont dans le déni de « Laissez-moi opérer ce cadavre et laissez-moi faire accoucher votre bébé. Vous êtes-vous lavé les mains? Non, pourquoi devrais-je me laver les mains? Ce sont les mains du docteur. » D'accord? Il n'y a aucune recherche qui soutient cela, donc c'est un peu une caricature de la science de dire « Oh, et au fait, la Terre était plate, puis elle ne l'est plus. Alors,
Excusez-moi. La Terre était plate. Cette connaissance et cette attente précédaient l'existence des télescopes, d'accord? Et elles précédaient la tradition scientifique de tester ces idées. C'était, oui, elle a un peu l'air plate, elle est sûrement plate, on dirait, et la Bible ne le contredit pas. Nous sommes au centre, tout tourne autour de nous. Notre vocabulaire conserve encore un univers géocentrique. Je ne vous dis pas, Maïm, je ne vous demande pas, oh, à quelle heure demain la Terre tournera-t-elle de façon à ce que notre ligne de vue vers le Soleil apparaisse au-dessus de l'horizon? Non, on dit, à quelle heure et le Soleil se lève-t-il? C'est un mot issu du vocabulaire géocentrique, donc c'est comme ça que le monde nous apparaît. Ce que la science nous dit, c'est que le monde n'est pas toujours ce qu'il paraît et il n'est pas toujours ce qu'il semble être. Et donc, c'est ma réponse pour vous, mais juste pour saluer la communauté médicale. Vous savez quelle était notre espérance de vie à l'époque des cavernes? D'accord, la moitié des personnes nées. Ne souffrez pas de la ménopause. C'est une autre façon de le dire. Tout le monde était fertile toute sa vie. Nous avons fait notre meilleur travail avant 20 ans. Donc, la moitié de toutes les personnes nées étaient mortes à l'âge de 30 ans. La moitié, d'accord. Les hommes des cavernes, donc, il y a 10 000, 20 000 ans. Faisons un bond jusqu'en 1850. 1840, la moitié de la population mondiale mourait avant 35 ans. Et tout le monde à cette époque mangeait bio et l'eau était pure. Ce n'est pas juste, ce n'est vraiment pas juste. Tout ce qui est vrai n'a pas besoin d'être juste. D'accord? Ils mangeaient tous bio. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la fin des années 1800? Ils ne savaient pas non plus qu'il fallait se laver les mains avant qu'un médecin mette ses mains dans ton corps. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la théorie des germes se développe. Nous avons Pasteur qui met cela au point. Nous appliquons le microscope à nos besoins physiologiques. Et entre 1840 et aujourd'hui, nous avons doublé notre espérance de vie. Donc, avec tous vos commentaires, eh bien, l'esprit a effectivement une influence sur le corps. Et les médecins n'en avaient aucune idée. Ils avaient la tête dans le sable, peu importe ce qui se passait d'autre. Cette augmentation de l'espérance de vie n'est pas due à la façon dont les gens mangent. C'est grâce à la médecine, c'est grâce à la science. Et mon chemin vers cette description m'est venu d'une bande dessinée du New Yorker, d'accord? Par l'artiste Grégory. Je ne sais pas si c'est son prénom ou son nom de famille, mais c'est signé Grégory. Il y a deux hommes des cavernes assis de part et d'autre du feu, et l'un dit à l'autre, tu sais, ils disent ça, ils disent, notre eau est pure, notre gibier est du gibier libre, et tout le monde mange sainement, mange bio, mais personne ne vit au-delà de 30 ans. Donc, la science compte. Et elle est tellement fondamentalement présente dans nos vies qu'il est très facile de la prendre pour acquise. C'est ma réponse. Aussi, même si vous ne l'avez pas mentionné, c'est lié donc j'en parle. Il y a des gens qui disent que la science ne comprendra jamais l'amour, par exemple, ou si ce n'est pas l'amour. Alors, autre chose, mettez votre chose préférée. Alors je dis à une telle personne, est-ce parce que vous ne voulez pas que la science comprenne un jour l'amour? Et je me rends compte qu'ils veulent que la science ait des limites. Et en tant que scientifique, je ne vois pas cela comme quelque chose de réel, et je peux imaginer une expérience où la science comprendrait totalement l'amour. Je peux en inventer une. Par exemple, on découvre que vous regardez un tableau et que vous ressentez une grande affection pour lui, pas de l'amour sexuel, mais vraiment vous aimez ce tableau. Ce que je ressens quand je regarde un tableau ne vous regarde pas. En anglais, on ne fait pas la différence entre aimer quelque chose simplement parce qu'on l'apprécie beaucoup et l'amour sensuel ou romantique. Mais vous regardez un tableau et vous regardez le même tableau et vous ressentez la même chose. Et nous faisons des scanners cérébraux. La même zone s'active chez vous deux et nous répétons cela avec une centaine de personnes. Ou si ce n'est pas le même tableau, simplement quelque chose qu'ils apprécient. D'accord? Nous avons localisé le centre de l'amour dans le cerveau. OK, alors maintenant, allons dans votre cerveau. Et il y a quelque chose dont vous vous fichez, pour lequel vous n'avez aucun sentiment. Et je le stimule pendant que vous le regardez, puis vous en parlez et dites « J'adore ça, je ne l'avais jamais remarqué avant ». Et vous faites ça automatiquement juste après que je stimule le cerveau.
Une fois qu'on connaît le centre du cerveau et comment le contrôler, c'est comprendre scientifiquement l'amour. Puis on passe à la question suivante. Ceci n'est qu'un exemple. Je ne sais pas si cela se réalisera. Oui, je pense. C'est tout à fait plausible. Je pense que l'amour est un bon exemple. Il y a des éléments que nous pouvons comprendre. La sorte de symphonie qui crée l'attirance et la connexion, n'est-ce pas? C'est une combinaison de différents systèmes, n'est-ce pas? C'est peut-être plusieurs parties du cerveau. Merci, ça nous touche. C'est très généreux de votre part en tant qu'astrophysicien. Non, non, j'ai simplifié le cas, comme imaginer une vache sphérique. Je l'ai simplifié en une expérience plausible, C'est exact. peut-être pas encore réalisée, C'est exact. et qui répondrait pour moi à ce que la science aurait à dire sur l'amour. C'est exact. Au fait, je suis vraiment ravie d'être en votre compagnie. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Non, vraiment, parce que vous êtes juste... Vous êtes... Merci de m'accueillir. Merci. Je suis content d'être avec vous aussi, mais un peu moins... On me le dit tout le temps. D'accord. Parlons. Parlons de la théorie de la simulation. Oh, bien sûr. Je connaissais l'expression, mais ce n'est que lorsque nous avons reçu Rizwan Virk pour parler de la théorie de la simulation que j'ai vraiment compris de quoi il s'agissait. J'avais entendu des gens dire « Nous vivons dans une simulation » et j'étais en mode « Je n'ai pas envie de vous parler Mais une fois que j'ai lu le livre, j'ai compris la structure de cette conversation. Donc, ». Je sais qu'on vous pose souvent des questions sans importance et je ne sais pas où se place la théorie de la simulation. Non, en tant qu'éducateur, je m'intéresse à ce qui rend les gens curieux, et la théorie de la simulation fait partie du top 10 de la liste. D'accord, très bien. Donc, Dieu, extraterrestre, simulation, dans cet ordre. ce sont littéralement nos histoires du soir. Les trous noirs et le multivers. Ils arrivent après Dieu, les extraterrestres et la théorie de la simulation. explorons la théorie de la simulation. Allez-y, je suis prêt. Je suis curieuse de savoir quand vous avez entendu parler pour la première fois de cette notion de théorie de la simulation. Et je voudrais aussi connaître votre point de vue à ce sujet. Cela vous paraît cohérent? Qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui fonctionne dans cette théorie? C'est difficile d'argumenter contre, donc on n'aime pas ça. Personne n'aime se rendre compte qu'il est dans une simulation. Mais quand je passe en revue les arguments, c'est difficile de la contredire. Je peux vous donner mon meilleur argument contre. Eh bien, je veux que vous me donniez votre meilleur argument en faveur de cette théorie. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, non. Et ensuite, je veux celui contre. Oui, je ne prétends pas faire partie d'un camp qui encourage cela. En tant que personne qui y réfléchit, je partage ces réflexions avec vous. Nous avons une puissance de calcul toujours croissante à notre disposition, et nous créons des mondes sur notre ordinateur pour notre propre divertissement. Et prenons quelque chose de simple comme Mario, d'accord? Regardez une version primitive du jeu Mario. Il y a Mario qui se promène, il ramasse des pièces, je crois, et il saute. Et on peut se poser la question, est-ce que Mario a le libre arbitre? Bien sûr. Mario est-il conscient de lui-même? Quand on regarde le code qui fait Mario, il est assez évident que Mario ne l'est pas. Mario suit juste des lignes d'instruction. OK. Eh bien, cela est limité par notre puissance de calcul. Nous pouvons nuancer davantage ce personnage à mesure que la puissance de calcul augmente. Et imaginez un futur avec l'informatique quantique où il y aurait des milliers, des millions, voire des milliards de fois plus de puissance de calcul. Appelons cela des phénomènes informatiques. Des sophistications. Oui, des sophistications qui peuvent être intégrées dans la simulation. Et Peut-on insérer le libre arbitre? donc, on peut mettre tellement d'options que la question de savoir si ton choix relève du libre arbitre n'a même plus d'importance, parce que le nombre d'options que tu avais à ta disposition imite sensiblement le fait d'avoir le libre arbitre. C'est la matrice. D'accord, sauf que dans la matrice, tu vis dans ton propre esprit et ton corps existe toujours. Donc, Mais est-ce qu'il renverse quelque chose? Parce que oh, vous voulez dire au début, quand il est avec l'oracle? Ouais, comment aurait-il su si c'était le cas? Donc, ça dépend si ta chronologie est déjà comprise. bien sûr. Et tu accèdes simplement à ta chronologie. Peux-tu revenir dans le temps avant ça? Donc maintenant, imaginez un futur où nous créons un monde où Mario croit que Mario a le libre arbitre parce que les options disponibles pour Mario à chaque nœud, est-ce que je passe par la porte en haut, en bas? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je fais un gâteau? Est-ce que je commande une pizza? Est-ce que je prends un Uber? C'est suffisamment vaste pour être indiscernable. Ça approche l'infini. Et la limite lorsqu'elle tend vers l'infini. Vos choix imitent le libre arbitre. Maintenant, créons 8 milliards de personnes et un monde.
Je suis assez âgé pour me souvenir du jeu vidéo SimCity. Je suis un gamin de la ville. Vous êtes le maire et pouvez être destitué si les habitants sont mécontents, selon les sondages. Vous devez gérer un budget limité. Allez-vous augmenter les impôts? Ainsi, vous pouvez améliorer les écoles, mais les gens ne voteront pas pour vous si vous augmentez les impôts? C'est toute une dynamique et vous vous prenez au jeu et vous dites « Oh là là, je suis le maire et je fais ça ». J'ai de l'importance. Et il y avait un aspect que je trouvais un peu artificiel, mais plus tard, je me suis dit « Non, c'était réel ». De temps en temps, Godzilla traverse votre ville et je disais « C'est stupide ». Et puis j'ai dit « Non, c'est réel ». C'est Donald Trump. Alors, demandez-moi, pourquoi est-ce réel, Neil? Pourquoi est-ce réel? Parce que il y a eu le 11 septembre. Non, ce n'est pas littéralement Godzilla, mais c'est quelque chose que personne n'a commandé. C'est un événement Black Swan. D'accord. C'est quelque chose qui arrive et qui sème le chaos dans votre ville, et maintenant vous devez résoudre ce qui vient de se passer. Et donc, c'était il y a maintenant 20 ans que je jouais à ce jeu. Imaginez qu'il y a 8 milliards de personnes dans un monde qu'elles pensent être réelles et elles sont toutes juste là. Et puis elles évoluent parce qu'ils ont programmé l'évolution, pas seulement l'évolution biologique, mais aussi l'évolution culturelle et scientifique. Et ils inventent les ordinateurs. Ils inventent les ordinateurs dans ce monde et ils s'ennuient et veulent créer un jeu. Et donc ils avancent vers l'informatique quantique. Et maintenant, ils ont une structure fractale. Donc, ça fait comme ça, et ensuite, ce ne sont que des simulations jusqu'en bas. Et maintenant, fermez les yeux et lancez une fléchette. Dans quel univers êtes-vous? Le premier qui a programmé le suivant, qui est réel, ou les innombrables autres? Et tu vas rejoindre tous les autres. Donc, je n'ai pas de bon argument contre ça. J'ai un argument qui l'atténue, mais je n'ai pas de bon argument pour l'écarter complètement. Est-ce que je peux vous donner mon argument d'atténuation? Bien sûr. OK. Nous n'avons pas encore la puissance de calcul nécessaire pour créer ce monde. Bien sûr. Donc, nous ne pouvons pas être parmi ceux qui ont déjà créé un autre monde. Cela élimine tout le milieu de cette cascade. Ce qui veut dire que nous sommes soit le premier véritable univers qui n'y est pas encore arrivé, soit nous sommes le dernier univers C'est ça. qui est simulé et qui n'a pas encore évolué jusqu'à cet état. Si vous deviez en choisir une, ce serait laquelle? Eh bien, là, c'est du 50-50. Je veux être honnête, vous savez, comme Pinocchio. Il y a absolument des gens qui, et je ne parle pas seulement de ceux qui, genre, parlons des extraterrestres, je ne parle pas de ces personnes-là pour qui j'ai aussi beaucoup de respect. Mais quand on parle à, vous savez, des personnes qui étudient les exoplanètes, quand on parle à des personnes qui étudient les signatures et des choses comme ça, Les signatures de vie? Oui. c'est ça. Vous savez, est-ce qu'il existe un monde littéralement dans lequel, Dites-le bien, dans un monde, dans un monde, Y a-t-il un monde où il y a... un ensemble d'êtres qui possèdent déjà beaucoup plus de sophistication que nous? je n'ai aucune raison d'en douter. En fait, cela m'empêche de dormir. Les gens me demandent quelle question vous... Non, je perds le sommeil, non pas à cause de la prochaine question, mais en me demandant sommes-nous physiologiquement et neurologiquement assez intelligents pour réellement comprendre l'univers? Et mon meilleur exemple, c'est OK, génétiquement, notre plus proche parent génétique, le chimpanzé, nous partageons 1 à 1,5% d'ADN identique avec un chimpanzé. Maintenant, si vous êtes très centré sur l'humain, vous direz « Quelle différence fait ce 1%? Ce 1%, nous avons la philosophie, la musique, l'art et le télescope James Webb. Et tout ce qu'un chimpanzé peut faire, c'est empiler des boîtes pour attraper une banane, d'accord? Ils peuvent prendre un bâton pour extraire des termites, OK? Ils peuvent aussi survivre dans la nature, élever des petits et faire beaucoup de choses incroyables et importantes. D'accord, mais ce serait juste la survie. Comme tout animal sait survivre. Nous sommes... Ils sont très sophistiqués. On est à un autre niveau ici, on parle d'intellect, Désolé, j'ai un faible pour les primates ici. OK. puisque nous en sommes aussi. Je n'aime pas le fait que vous disiez intellect. Je pense que... Non, 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 c'est important. D'accord. Je dois dire l'intellect parce que Oui? c'est... vous m'avez posé une question sur les êtres qui feraient, donc je dois en parler. Oui, oui. Donc, quelle différence fait ce 1%? Regardez ce que nous avons et regardez les chimpanzés.
Soit dit en passant, chaque animal sait survivre dans la nature, donc je n'utiliserai pas ce critère pour distinguer. Mais les primates sont sophistiqués, en dehors de Homo sapiens. D'accord. Mais je défends les chimpanzés qui diront « Non, de grâce ne nous a pas assez respectés. Vous avez raison, inutile d'en parler. Ce n'est même pas... » Les chimpanzés sont géniaux. Je ne vais pas... Ce n'est même pas là où je veux en venir. Oui, oui, Ce que je veux dire, c'est que si nos enfants en bas âge peuvent faire ce que ce chimpanzé peut faire, pas la partie survie, mais juste la partie tâche. D'accord? Et d'ailleurs, on peut avoir une conversation avec un chimpanzé et lui dire « Oh, bozo, peu importe comment il s'appelle, je vais en ville, il y a des bananes en promotion. Si elles sont mûres, j'en ramènerai. J'imagine que tu en veux. » Qu'est-ce que le chimpanzé entend? Bla 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 bla, bananas, bla 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 bla. D'accord? J'ai donné la phrase humaine la plus simple qui comporte un lieu, un moment, une destination, et ça ne va pas marcher avec un chimpanzé. Et peu importe à quel point tu essaies, j'affirme cela, je ne pense pas que ce soit une affirmation controversée. Peu importe tes efforts, tu ne pourras jamais apprendre les divisions posées à un chimpanzé. D'accord? Ils n'écriront pas la Bible si on leur donne quelques machines à écrire. Il y a assez de chimpanzés et... Oui, d'accord, finalement, oui. Alors, posons la question. Imaginez une forme de vie sur une autre planète et qui aurait 1% et demi d'ADN dans ce vecteur au-delà de nous, comme nous avons un au-delà du chimpanzé. À quoi ressemblerions-nous pour eux? Eux, ce sont des humanologues, donc les gens qui étudient. Ils exhumeraient Stephen Hawking et diraient « Cet humain était légèrement plus intelligent que les autres parce qu'il pouvait faire des calculs d'astrophysique dans sa tête. » Comme le petit extraterrestre de la maternelle, Timmy. Timmy, qu'est-ce que... Oh maman, papa, je viens de composer un sonnet et j'ai dérivé les principes du calcul différentiel. N'est-ce pas mignon? Accrochons-le avec un aimant sur la porte du réfrigérateur. Donc, ça m'empêche de dormir rien que d'y penser. Là où le chimpanzé le plus brillant fait ce que nos enfants en bas âge peuvent faire, l'humain le plus brillant ferait ce que... Et ça, ce n'est qu'1,5%. Imaginez à 5%, 10%. S'il y avait 10%. La Terre pourrait littéralement être un aquarium ou un terrarium qu'ils ont construit pour leur propre amusement et nous serions leur simulation dans le sous-sol de leurs gamins morveux. Cela rejoint l'hypothèse du zoo. l'hypothèse du zoo suppose aussi que tout ce qui est plus sophistiqué que nous, Comme de nombreux astrophysiciens à qui on parle de ces sujets le disent, s'il existe des extraterrestres. Comment ça, je ne suis pas votre seul astrophysicien? non, mais ce que je veux dire, Je pensais que j'étais spécial. Non, vous êtes... Oh, d'accord, je m'en remettrai. OK. on peut vous faire une plaque. Vous êtes ma neuroscientifique préférée? Non, vous êtes ma deuxième préférée. J'en connais plusieurs. Oh, bien sûr, il y en a à l'appel. Non, mais ce que beaucoup de personnes à qui nous avons parlé disent à ce sujet, encore une fois, en essayant d'adopter une perspective clinique, c'est que s'il y a des êtres qui ont évolué, ils l'ont fait il y a très très longtemps, en ce sens qu'ils sont probablement, eux, gros, des IA, ou qu'ils utilisent l'IA, ou qu'ils sont en fait... je m'imagine une salle remplie d'ordinateurs parce que j'ai grandi dans les années 80, vous voyez? Je m'imagine que c'est ce niveau d'activité auquel nous sommes confrontés. On a décrit qu'ils auraient utilisé la technologie pour augmenter des parties du corps défaillantes ou trouver des moyens de fabriquer des parties du corps matérielles. Pourquoi ne le ferait-il pas? Nous sommes comme des enfants pour eux. Donc, notre pensée la plus brillante? Alors, considérez ceci. Si le chimpanzé ne peut pas comprendre notre phrase la plus simple. Cela signifie que notre phrase la plus brillante pourrait ne pas être compréhensible pour cette prochaine espèce. Parce qu'elle est trop insignifiante pour qu'ils la considèrent comme ayant la moindre valeur pour eux. Et nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que ce genre de pensée est une véritable anathème pour nos égos. Donc, je suis totalement convaincu que des extraterrestres intelligents existent quelque part. Mais il y a toujours les lois de la physique qui comptent. On ne peut pas contourner les lois universelles de la physique. Le prochain endroit où j'aimerais que vous nous emmeniez, j'aimerais parler de... Je ne veux pas seulement parler du multivers façon Marvel, même si j'adore en parler ainsi. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez, un peu du point de vue quantique, qu'est-ce que cela signifie d'imaginer que cette réalité
Faute d'un meilleur mot, cette réalité n'est pas la seule réalité. Est-ce plus difficile de penser de cette façon que ce à quoi les gens ont dû faire face à l'époque de Copernic? Qui dit que la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres? Oui, oui. Nous ne sommes pas l'objet de la création, nous orbitons autour de cette autre chose, tout comme Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. Et à quel point cela aurait-il pu être dévastateur pour vous à l'époque de dire qu'il existe une autre réalité? En fait, en l'an 1600, soit 50 ans après que Copernic ait écrit, il y a un moine. C'est un moine, donc il est religieux. Il s'appelle Giordano Bruno. Il avait lu Copernic et il a dit « Attendez, si la Terre n'est qu'une planète en orbite autour du Soleil, peut-être que le Soleil n'est qu'une étoile, comme les étoiles dans le ciel nocturne. Si c'est le cas, alors ces étoiles dans le ciel nocturne auraient aussi des planètes. Si elles ont des planètes, elles pourraient aussi avoir de la vie. » Pour cela, il a été brûlé vif sur le bûcher, la tête en bas, nu, avec un bloc enfoncé dans la bouche. Ainsi, même dans l'au-delà, il ne pourrait pas proférer de telles hérésies. Vous savez quels étaient ces derniers mots, d'après les témoignages? Je n'aime cette histoire, monsieur. Ces derniers mots étaient « Votre Dieu est trop petit ». Si votre Dieu est le Dieu de la terre et de la vie sur terre, et qu'il y a de la vie ailleurs, et qu'il propose seulement cela, votre Dieu est trop petit. C'est audacieux, surtout quand il s'apprête à vous poursuivre et vous brûler. Donc, dire qu'il faut avoir la moindre appréhension à propos de l'existence d'autres univers, cela s'inscrit simplement dans une longue tradition de la compréhension de l'astrophysique qui vous amène au niveau supérieur pour rabaisser votre ego. Très bien, donc je vais utiliser un exemple. S'il vous plaît. Nous discutons avec beaucoup de personnes très fascinantes qui ont eu des expériences de mort imminente cliniquement répertoriées. Et il y a de nombreux aspects de ces expériences dont j'aimerais vous parler. Mais dans le temps qui nous est imparti, je voudrais me concentrer en particulier sur cette notion selon laquelle il existerait de nombreuses versions de nos vies. Et la capacité de traverser le temps comme s'il existait une sorte de grille quantique et que nous avons la capacité de, vous savez, voyager dans le temps à travers nos expériences. Pouvez-vous expliquer un peu ce que cet aspect apporte à la conversation sur le multivers? Le temps est-il quelque chose qui progresse et que nous expérimentons? Y a-t-il plusieurs lignes temporelles qui se déroulent en même temps? Ou est-ce une sorte de boucle où l'on peut, comme certains l'ont dit, sentir que le temps se tranche comme un gâteau à 7 couches? Oui, il y a plusieurs points. Et vous avez évoqué les expériences de mort imminente. Je voudrais juste faire une remarque là-dessus. Il y a certaines expériences que l'on peut faire et qui n'ont jamais répondu aux attentes. Il y a des gens qui affirment qu'ils sortent de leur corps et qu'ils se voient en dessous, puis qu'ils y retournent ou autre chose. C'est une expérience dissociative fréquente. Oui, dissociation est le mot, merci. Donc, ce que vous faites, c'est que vous installez une poutre au-dessus de votre lit de mort et vous demandez à quelqu'un d'écrire une phrase simple en haut, face au plafond, comme « les roses sont rouges », quelque chose de simple. La personne qui vit une expérience extracorporelle regarde vers le bas et dit ce qui est écrit dessus. Si elle peut répéter ce qui est écrit, cela fait une bonne preuve. Je veux dire, c'est ce genre de choses sur lesquelles nous devrions faire des expériences, plutôt que de simplement prendre en compte les témoignages des gens sur leur expérience personnelle. Bien sûr. Donc, c'est le rôle de la science de mettre à l'épreuve les témoignages oculaires. Bien sûr. En sachant... Le problème, c'est que tu ne sais pas toujours quand quelqu'un va avoir une EMI. Sachant à quel point l'esprit humain est susceptible d'interférer avec la réalité objective dans ton récit. C'est un aspect de la question. Je vais raconter une histoire. J'ai grandi à New York, où un homme, après avoir commis un crime et tiré sur des gens, s'est enfui. Il fuyait la police et la police lui a tiré dessus, d'accord? Et il est tombé au sol. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital et apparemment, son frère avait été tué en commettant des crimes. D'accord? Donc, ils essaient de le ramener à la vie et il a une expérience de mort imminente. Et puis, il revient à la vie et il se rétablit.
Et il s'est souvenu de ce qui s'est passé pendant qu'il était dans cette expérience de mort imminente. Il a vu son frère, et son frère lui a dit « Non, ce n'est pas encore ton heure ». Et son frère l'a repoussé vers la terre. Il a vu son frère au paradis, qui l'a repoussé vers la terre, puis il s'est rétabli. OK. Tout d'abord, pourquoi pensait-il que lui ou son frère iraient au paradis? C'est mon premier commentaire. Ils étaient tous les deux des criminels, OK? Vous ne connaissez pas les règles du paradis. Neil deGrasse Tyson. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez raison. Je fais juste une remarque, c'est tout. Voilà, c'est mon avis. C'est ça votre problème avec cette histoire? Non, C'est qu'il a utilisé le mot paradis. non, non. Donc ensuite, en plus, il y avait comme des lumières vives là-bas et tout. Il décrit la table d'opération avec des médecins qui essaient de le réanimer, appuyant sur sa poitrine, avec des lumières vives au-dessus de lui. Mais son cerveau transforme ça en paradis et nous entendons son récit. Et surtout pour les personnes religieuses, vous voulez que ce soit réel, parce qu'il y a tellement d'investissement dans la réalité de cela. Pourtant, le cerveau est un endroit malléable. Donc, des médecins lui font un massage cardiaque, il voit les lumières de la salle d'opération, et c'est ça, son paradis. D'accord? Donc, avec les expériences de mort imminente, je veux qu'on fasse plus d'expériences scientifiques plutôt que de simplement compiler les témoignages des gens. Ce que je trouve intéressant, et j'aimerais que vous rameniez ça au multivers aussi, c'est que lorsqu'on a des milliers de témoignages, et je ne dis pas que c'est une preuve de Dieu, je ne dis pas que c'est une preuve du paradis, rien de tout ça. Mais quand on a des milliers de témoignages de personnes indépendantes qui utilisent toutes des images très similaires, des expériences très semblables, des notions similaires, bien sûr, j'ai des explications physiologiques pour expliquer pourquoi on ressent un rétrécissement lors d'un arrêt cardiaque pendant une expérience de mort imminente. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que ces récits ont en commun avec de nombreuses traditions mystiques. Et beaucoup des premiers physiciens qui ont développé la théorie quantique, qui ont identifié qu'il y a encore quelque chose en dehors du domaine de ce que nous décrivons qui a une certaine qualité. Et vous savez, Bohr, tous ces hommes, ils avaient une compréhension phénoménale de ce que nous décririons comme une dimension quantique mystique. Bon, voyons ce que je peux tirer de tout ce que vous venez de mettre sur la table. C'est ce que ma psy dit chaque semaine. Je veux dire démêler les spaghettis et... Ensuite, vous allez me refermer et me renvoyer dans le monde. Donc, Quand on parle d'un royaume quantique, c'est le nôtre. Nous n'y avons juste pas accès immédiatement parce que nos sens ne nous y emmènent pas. Mais nos accélérateurs de particules, eux, y ont accès. Et avant cela, nos microscopes, puis nos accélérateurs de particules et d'autres méthodes et outils pour sonder la réalité dans laquelle nous vivons. Et ce n'est pas seulement le petit, mais aussi le grand. Il y a l'échelle de l'univers qui, en termes de frontières scientifiques, n'est pas différente. Entrer dans un domaine qui est en dehors du vôtre, c'est comme voir ce qu'il y a dans le petit et le grand. Donc, ce n'est pas la même chose qu'un multivers. Non, le multivers est un tout autre univers, pas des royaumes différents au sein de notre univers. Vous faites l'expérience de cet autre royaume, de cette altérité, lorsque vous visitez d'autres cultures où les gens pensent et agissent d'une manière que nous n'avons jamais connue auparavant. C'est ce qui rend les histoires de poissons hors de l'eau si captivantes dans les films. Il y a quelqu'un, son monde est différent de celui dans lequel il est plongé. Et vous savez, je pense à un poisson qui n'a jamais connu que l'eau, puis il est sorti de l'eau. Il y a un hameçon dans sa lèvre, il regarde autour de lui, sent la lumière du soleil, se demande ce que c'est, qui est cette créature qui le tient, puis l'hameçon est retiré. Et parce qu'il n'est pas assez gros pour être gardé, il est rejeté à l'eau. Et maintenant, il doit décrire cette expérience aux autres poissons. Tu dois me croire, j'ai été transporté dans une autre dimension où il n'y avait même pas d'humidité. Je ne savais même pas ce que cela signifiait de ne pas être mouillé. Et j'ai ressenti ce feu dans le ciel. Et je ne sais même pas ce qu'est le feu. C'est une histoire d'enlèvement par des extraterrestres qui est racontée. C'est aussi une histoire psychédélique ou transcendantale que vous racontez. Bien sûr, sauf que Où cela s'inscrit-il? pour les histoires psychédéliques, le cerveau invente tout. Ce n'est pas... J'ai eu une dispute avec Joe Rogan. Joe Rogan voulait vraiment que je prenne de la drogue.
Vous ne devriez pas vous sentir aussi spécial. Il veut que tout le monde prenne de la drogue. Je lui ai dit, le cerveau humain fonctionne déjà à peine comme ça. C'est vrai. Pourquoi avons-nous ces livres d'illusions d'optique, de simples dessins? Est-ce dans la page, en dehors, plus long? Je ne sais pas. De simples dessins déconcertent votre esprit humain. Notre cerveau fonctionne à peine. Vous voulez maintenant y ajouter des substances chimiques de toutes sortes et affirmer que vous avez désormais une conscience plus proche de la réalité objective. Je n'en suis pas encore convaincu. Vous aurez simplement conscience d'autre chose dont votre cerveau est capable. Mais en tant que scientifique, ce qui compte pour moi, c'est la vérité objective et sa signification. Ce qui veut dire qu'on peut refaire l'expérience et obtenir tous le même résultat. Voilà la vérité objective selon moi. Le voyage que vous avez fait dans votre esprit n'est pas moins réel pour vous que tout ce que vous avez pu vivre. Mais la science, c'est ce qui nous permet de démêler ce que vous ressentez et pensez être vrai de ce qui se passe réellement et qui est vrai. Alors, on enlève les drogues. On enlève les drogues. Les yogis, les mystiques, depuis des milliers d'années, se sont placés dans un état dont nous connaissons aujourd'hui la science derrière ce qui se passe. Et il y a des études phénoménales sur la méditation. Qu'est-ce qui se passe chez... C'est qui déjà? Les moines tibétains. On peut les imager. Qu'est-ce qui se passe quand tu es capable de ralentir tes ondes cérébrales jusqu'à l'état θ et que tu accèdes... L'état θ? Eh bien oui, tu atteins l'état θ. Vous utilisez la moitié de l'alphabet grec. J'aime bien mon état alpha-bêta, mais je n'atteins pas le θ. Non, mais l'idée, c'est que lorsque tu places ton système nerveux d'une certaine manière... Dans un état. C'est ça. Tes nerfs parasympathiques, tu actives ton nerf vague. On sait que tout ça, c'est lié au nerf vague. Le nerf agit sur tous les organes et ralentit le cœur. Il accomplit toutes ses fonctions remarquables. J'adore le nerf vague. Quand tu entres dans cet état, il y a des récits depuis des milliers d'années. Et même aujourd'hui, des personnes qui décrivent, avec tout le respect que je dois à Joe Rogan, à peu près le même genre d'expérience psychédélique. Un accès de niveau supérieur à une conscience plus élevée, n'est-ce pas? Ils sont en contact avec quelque chose de plus grand qu'eux. Beaucoup de gens font l'expérience d'une notion d'amour comme langage universel que, oui, beaucoup de gens appellent Dieu. Mais même en l'absence de drogue, c'est la chimie de notre cerveau, c'est endogène, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que cette expérience mystique et que peut-elle nous révéler? Beaucoup affirment l'existence d'une conscience universelle que j'ai expérimentée en méditation. Cela ne nous dit rien sur la réalité objective dans laquelle cet être humain est plongé parce que tout se passe dans sa tête. Et est-ce une déclaration étroite d'esprit? Peut-être, mais je n'ai pas encore vu de preuve. Donc, par exemple, si en entrant dans cette transe, le yogi dit « La prochaine loi de la physique quantique est… » et il l'écrit, puis nous faisons des expériences. Oh là là! Alors, j'irai dans ces transes, je dirais « Montrez-moi, faisons-le ». Mais cela n'est jamais arrivé. Non, il se passe d'autres choses concernant Dieu, la connexion et... Ils entrent dans des royaumes spirituels. Et pour les personnes qui ont un traumatisme ou celles qui souffrent de TSPT, il semble que ce soit très utile. Je ne nie jamais aux gens leurs expériences spirituelles. Je ne le ferai pas, je ne suis pas ce genre de personne. Mais le multivers, ce sont de véritables autres univers, et il existe différentes variétés de multivers. Quand la relativité générale et la physique quantique se rencontrent, c'est un mariage forcé, car elles ne savent pas coexister. Parce que la physique quantique est la science de l'infiniment petit, et la relativité est la science de l'infiniment grand. Et lors du Big Bang, le grand était petit. Alors, les phénomènes quantiques influencent-ils tout l'univers alors qu'ils ne concernent normalement que les particules? C'est la frontière amusante et intéressante qui est explorée. Donc, il existe deux types de multivers. Enfin, il y en a plus, mais deux types de base. L'un d'eux, c'est que nous sommes dans un univers en expansion. Nous sommes dans cette bulle, cet horizon. Dans cet espace-temps, il y a probablement d'autres bulles qui s'étendent également dans cet espace-temps. D'accord? Mais l'espace-temps s'étend plus vite que ces bulles ne pourront se chevaucher. Nous pensons, si elles se chevauchent, qui sait à quoi cela ressemblerait? Mais il y a des poches d'univers qui s'étendent dans un seul espace-temps contingent. Tous ces univers auraient les mêmes lois physiques. Alors qu'un autre type d'après ce que j'ai compris, car je ne suis pas le chercheur à la pointe ici, je peux vous donner les noms de 3 ou 4 sources fiables à ce sujet. Donc, un autre type, c'est la physique quantique. Dans cet état, elle génère un tout nouvel univers, un dans cette direction, un dans l'autre, et la physique quantique présente des variations quantiques dans les propriétés physiques.
Ici, la charge de l'électron diffère légèrement, et là, l'antimatière réagit un peu autrement. Peut-être que dans cet univers, il y a plus de planètes ou peut-être aucune matière Donc, ces variations rendraient difficile d'imaginer une autre forme de vie avec laquelle nous pourrions avoir une véritable relation. C'est cet autre type de multivers où les gens se disent « Dans cet univers, j'ai une barbiche et je suis maléfique ». Ou bien « J'ai épousé mon amour d'enfance plutôt que ce bon à rien que je ne connaissais pas ». Il n'est pas nécessaire d'en venir aux attaques personnelles. Donc, ce sont de vraies réalités, à ne pas confondre avec ce qui se passe dans votre tête. Exact. Juste un mot là-dessus, parce que certaines personnes utilisent la théorie de la simulation pour décrire un filtrage interne qui impacte notre réalité extérieure, où, dans ces états méditatifs, tu laisses tomber tes filtres, tu laisses tomber une partie des conditionnements de la petite enfance. Et quelle part de la réalité est objective, que nous expérimentons tous, et quelle part est subjective, sachant que vous et moi allons regarder la même chose. Et même si on pense que c'est similaire, ça ne le sera jamais vraiment. D'après ce que j'ai compris, et Mayim peut le confirmer ou le nier, c'est qu'à tout moment, c'est un mélange des deux. Peu importe ce que tu as fait avec l'état de ton cerveau, c'est une combinaison de tes sens qui fait parvenir la réalité à ton esprit. Ton esprit la reçoit, l'interprète et te donne une compréhension de cette réalité. Et cette compréhension ne correspondra pas forcément à celle des autres. C'est pour ça qu'on a eu besoin de la science au départ. 100%. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque les gens méditent de cette façon, la similarité de cette expérience semble être universelle, d'une certaine manière. C'est intriguant. Vous voulez dire à l'échelle de la Terre, pas universelle. Vous parlez à un astrophysicien. D'accord? Miss Univers, c'était mystère depuis le début. Soyons clairs là-dessus. C'est juste, c'est juste. Ouais. Donc, si les états méditatifs sont reproductibles en une expérience commune, cela nous indique l'origine commune de l'esprit humain chez nous tous. Je veux dire, cela a des conclusions biophysiologiques intéressantes que l'on pourrait en tirer en accédant à ces états évolutifs plus profonds auxquels nous avons survécu, mais qui sont peut-être encore là, tapis, soit pour notre bénéfice, soit pour... J'aime plutôt voir ça comme une évolution parallèle. C'est-à-dire que je ne considère pas qu'il y ait un début, un milieu, une fin. OK, oh non, oh, permettez-moi de revenir à la notion de temps. Oh oui. J'adore le temps. Un de mes livres préférés. Je lis peu de romans, principalement de la non-fiction. Peut-être que de nombreux autres livres m'enchanteraient comme celui-ci, mais je ne les ai jamais lus. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, c'est Abattoir 5 de Kurt Vonnegut. Oui, c'est en partie autobiographique. À son époque, il servait pendant la Seconde Guerre mondiale à Dresde, après que la ville ait été bombardée par les forces alliées. Donc ça, c'est le contexte. Mais ce que j'en ai retenu, c'est qu'il a été enlevé par des extraterrestres. J'ai adoré. Et il a été mis dans un zoo, dans une pièce fermée. Et tu te dis, je n'ai pas envie de ça. Mais les extraterrestres lui ont donné accès à la chronologie de sa vie. Donc, à n'importe quel moment, il pouvait simplement retrouver sa vie et revivre cet instant. Dédicace à Kurt Vonnegut. Oui, oui. Surtout à l'époque, les gens ne voyaient pas la narration ainsi. C'était un mécanisme brillant pour raconter des histoires plutôt que de revenir sans cesse en arrière. Je croyais que vous alliez dire « le temps n'est rien », qui est aussi excellent. Oh, donc oui, il aurait pu simplement l'utiliser comme un motif narratif, vous savez. Tu avances et tu recules, puis tu embrouilles le lecteur et ça passe pour une écriture brillante. Il en a juste fait une chronologie littérale à laquelle tu as accès. Notre problème, c'est que nous sommes prisonniers du présent, toujours en transition entre notre passé inaccessible et notre futur inconnaissable. Si on avait accès à notre chronologie, ça changerait vraiment tout. La vraie question serait, si tu retournes dans le passé, peux-tu créer une branche et changer ce qui se serait passé dans ce futur, ou dois-tu le revivre exactement comme ça s'est passé? Et alors, tu pourrais juste t'ennuyer de ta propre vie. Petite question bonus sympa. Avez-vous déjà entendu parler des annales akashiques? Peut-être bien. Ça me dit quelque chose, mais donnez-moi plus de détails. Je ne sais pas si j'y adhère. Cette notion existe dans de nombreuses traditions mystiques, sous divers noms. Dans les traditions indiennes, plusieurs courants existent depuis des centaines, voire des milliers d'années. L'Inde, c'est-à-dire le sous-continent indien ou L'Asie du Sud. l'Asie du Sud. Je ne ferai jamais ça. Excusez-moi. Désolé. Excusez-moi. La notion
Et beaucoup de personnes dans des communautés avec lesquelles vous n'interagissez peut-être pas, mais beaucoup dans les cercles holistiques, alternatifs, spirituels, mystiques, yogiques, croient qu'il existe un registre accessible de chacun auquel on peut accéder. C'est tout ce que vous avez fait dans votre vie. Donc, c'est une conscience collective? C'est littéralement une conscience collective, et il y a une méditation élaborée à faire pour y accéder. Et il y a des personnes qui font des lectures pour d'autres, tu leur donnes tes informations et elles en tirent des choses. Tu as plus d'expérience car tu en as plus entendu parler que moi. Mais c'est juste intéressant que ce soit des domaines où j'aimerais qu'on ait plus d'informations, vous voyez, sur ce à quoi on accède réellement. Et beaucoup de gens n'ont pas besoin de preuves. Ils disent juste « je crois que ça existe, donc ça existe ». Ces personnes ne sont pas des scientifiques et que Dieu les bénisse. Je vais vous présenter un problème. Il y a 4 forces de la nature. D'accord. Je suis l'une d'entre elles, Neil. Donc, vous seriez la 5e force de la nature, d'accord? Donc, presque chaque aspect de notre expérience de vie découle de la force électromagnétique. C'est elle qui maintient nos molécules ensemble, nos pensées, notre interaction avec la lumière. Oui, bien sûr, il y a la gravité, elle nous maintient sur Terre. Et il y a la force nucléaire puissante qui maintient nos atomes tels qu'ils sont, mais nous ne faisons pas vraiment l'expérience des atomes autant que celle des molécules, et les molécules se forment grâce à la force électromagnétique, à la charge de l'électron, d'accord? C'est ce qui nous maintient tous ensemble. C'est ça. Littéralement. C'est ça. Lorsque le LIGO, l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, a mesuré cette onde gravitationnelle créée par la collision de 2 trous noirs dans une galaxie, il y a longtemps, il y a très très longtemps, ceci a balayé l'expérience, spécifiquement et minutieusement conçue pour détecter une ondulation dans le tissu de l'espace et du temps. Elle devait être si sensible qu'elle pouvait détecter un changement de position égal à 1/100e du diamètre d'un noyau atomique. Ce n'est même pas un nombre. OK? OK. Si tu as des pouvoirs de télépathie, de lecture de pensée ou quoi que ce soit, ça va apparaître dans cette expérience. Parce qu'on surveille le comportement de toute la matière, de toute l'énergie qui interagit avec d'autres matières et énergies. Donc, si on ne voit pas ça, je ne suis pas du tout convaincu que tu fasses réellement quelque chose. Intéressant. C'est très intéressant. Je vais vous dire à quel point c'est sensible. Si quelqu'un marche à moins d'1 kilomètre dans la rue, cela envoie une vibration dans la Terre qui peut être détectée. Donc, tout le monde est en mode arrêt lorsqu'ils font l'expérience. Certaines choses leur sont inévitables, comme le gargouillement de la Terre ou les nuages. Alors, ils modélisent cela et ensuite ils le soustraient des données. La science est précise à ce point-là. Et tout à l'heure, vous disiez que la science est arrogante, qu'elle croit tout comprendre. Sur ce que nous comprenons, nous pouvons l'être légitimement. Mais à la frontière de l'inconnu, mieux vaut rester humble, sinon tu passes pour un connard. D'accord? Et je vais vous dire, nous ne connaissons pas, je le dis humblement, nous ne connaissons pas la matière noire, je peux vous faire la liste. Asseyez-vous, soyez humble. Dites-nous certaines des choses que vous ignorez, qui sont à la limite et déconcertantes. Ce n'est pas seulement ce que j'ignore, c'est ce qui est inconnu. Si c'était juste moi, je ferais des recherches. Pour moi, les 4 grandes questions sont: qu'est-ce que la matière noire? On peut la mesurer, mais on ignore ce qui la cause. Qu'est-ce que l'énergie noire? Nous pouvons la mesurer, donc c'est réel. Nous n'avons pas juste inventé cela, c'est une mesure. L'énergie noire, nous ignorons ce que c'est. Combiner les deux, c'est 95% de ce qui fait fonctionner l'univers. Tout ce que nous connaissons, aimons en chimie, biologie, physique, ingénierie, cela représente 4 ou 5% de ce qui se passe dans l'univers. Je veux savoir comment nous sommes passés des molécules organiques que la nature fabrique librement et facilement à la vie autoréplicative. C'est la meilleure question. Je l'adore. C'est la meilleure. Je veux savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang. Je sais. Je veux savoir. Les humains sont-ils assez intelligents pour comprendre l'univers ou sommes-nous simplement assez malins pour grimper d'un échelon sur l'échelle, placés là par ceux qui nous ont précédés, et nous gravissons lentement le mur? Aucune personne n'a eu ce génie.
Je ne peux pas inventer le calcul, je ne suis pas assez intelligent, mais Isaac Newton l'a fait. Je me tiens sur ses épaules et utilise le calcul pour réaliser une nouvelle avancée. Peut-être pouvons-nous avancer progressivement vers ce que l'enfant extraterrestre aurait fait sans effort. Alors, peut-être que c'est comme ça qu'on pourrait comprendre l'univers. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est une grande question. Ce sont mes 5 plus grandes questions. D'accord. Donc, j'aimerais poser une question sur ce qu'il y avait avant le Big Bang. Parce que la réponse à cela, et je suis une personne qui vient d'une tradition religieuse et spirituelle où l'on parle beaucoup de cela, nos textes kabbalistiques approfondissent des sujets que l'Ancien Testament n'aborde pas, dont beaucoup liés à la physique et d'autres concernent. Vous êtes kabbaliste? Je ne suis pas kabbaliste, mais j'accorde de la valeur à nos textes. Qui d'autre? Madonna était kabbaliste, non? Madonna a étudié dans un établissement qui enseigne la Kabbale, mais ensuite, dans notre tradition, ce n'est pas... Notre, c'est la tradition juive. C'est ça. Dans la tradition juive, ce n'est pas un sujet qu'on étudie à la légère, c'est une démarche intellectuelle et religieuse spécifique. Mais l'une des choses dont on parle, c'est qu'est-ce que... De plus, s'appeler Madonna la disqualifie un peu. Ce n'est pas grave, nous avons des règles. L'une des choses dont beaucoup d'entre nous parlent à propos de ce qui a précédé, c'est que ce qui a précédé, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas quantifier, que nous ne pouvons pas connaître et que nous ne pouvons pas calculer. Et cela ne veut pas dire que cela n'a pas existé, ni que nous n'y croyons pas, mais c'est quelque chose qui dépasse le cadre de notre compréhension, qui est une approche scientifique. Êtes-vous à l'aise avec ce genre d'incertitude en général? En tant que scientifique? Oui. En fait, il y a un poème du poète allemand Rainer Maria Rilke. Il a écrit un livre intitulé Lettres. L'être à un jeune... Oh! Oh, il y a de l'amour là! Lettres à un jeune poète. Et il y a un poème court, et j'ai honte parce qu'il est assez court pour que je puisse le mémoriser, mais je n'ai jamais été du genre à mémoriser des poèmes. Mais il y a une phrase qui dit « Sois en paix avec tout ce qui agite ton cœur. C'est ça. » Apprends à aimer les questions elles-mêmes. Donc, un scientifique à la frontière doit être dans cet état. Sinon, tu forceras des réponses avant leur temps, avant d'avoir suffisamment de données, et tu détourneras la pure curiosité qui t'a poussé à devenir scientifique. Je suis parfaitement à l'aise pour dire que je ne sais pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et comme je l'ai dit, nous avons les meilleurs spécialistes qui travaillent au-dessus. Et c'est quand vous dites « il doit y avoir quelque chose, c'était Dieu ». D'accord, mais moi, je reste encore dans la partie inconnue. Ce n'est pas vos affaires, dans le sens où ce n'est pas votre domaine. Mon domaine, c'est de comprendre l'inconnu. Et par conséquent, l'inconnu ne me met pas mal à l'aise, il m'enthousiasme. J'adore. C'est l'inconnu qui me fait sauter du lit chaque jour et dire « quel est le prochain inconnu qui a besoin de mon attention ?» Vous avez mentionné que ce qui vous empêche de dormir la nuit, c'est qu'il pourrait potentiellement y avoir une civilisation qui pourrait être, s'ils existent, à 1%, 5%. Non, pas spécialement. C'est sûrement le cas. Ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est « sommes-nous assez intelligents pour comprendre l'univers ?» Car cela concerne ma profession. Oui. Sommes-nous simplement en train d'avancer, touchant l'ongle d'orteil d'un éléphant sans aucun espoir de jamais voir l'éléphant? Ici, nous faisons des hypothèses sur la vérité plus vaste. C'est cela qui m'empêche de dormir, pas l'existence d'extraterrestres plus intelligents. Ça me va, même s'ils nous trouvent et veulent faire de nous leurs animaux de compagnie. Non, mais pensez-y, pourquoi traites-tu mieux ton animal que la personne sans abri que tu viens d'enjamber pour aller au bureau? C'est un peu moralisateur. Mais est-ce que j'ai tort? L'autre jour, j'ai acheté un repas à un sans-abri, mais... Oui, mais vous ne l'avez pas invité chez vous, nourri, et tu proposais une douche, comme vous le feriez pour un animal errant. Donc, on traite mieux nos animaux de compagnie que des humains qu'on ne connaît pas. Le titre de l'épisode, c'est « Espérons que l'humanité devienne les animaux de compagnie des extraterrestres ». C'est sans doute le mieux qu'on puisse espérer, sinon cela n'augure rien de bon pour nous. L'univers va-t-il disparaître et devons-nous nous inquiéter qu'il soit en train d'implose lentement? Si ça arrive, on ne s'en rendra même pas compte. Eh bien, toutes nos données nous disent que nous sommes sur un voyage d'expansion à sens unique et qu'il faut juste l'accepter. Ça ne va pas se recycler. Et que c'est philosophiquement troublant parce que si c'était un univers en recyclage, ça éliminerait la question de l'origine. Il aurait simplement toujours été en cycle.
C'était, c'est, et ce sera toujours ainsi. Mais nous ne traitons pas bien la Terre, mais elle s'en sortira, nous, non. Oh, oui, oui. Nous nous détruirons nous-mêmes avant. Je n'avais pas entendu la Terre être genrée depuis un bon moment, alors il a fallu que je digère cette phrase. Désolé. Oui, elle s'en sortira bien. Oui. Mère Terre, si on doit en parler comme ça, Mère Terre. Quand on dit « sauvons la Terre », non. La Terre existera toujours, avant, pendant et après, quoi qu'on lui fasse. Il s'agit de sauver la vie sur Terre, et pas seulement les humains. Notre survie dépend de la survie de la biosphère dans laquelle nous sommes intégrés. Que nous sommes déjà en train de détruire. Exactement. C'était réconfortant. Ok, vous voulez que je vous laisse sur une note positive? Essayons d'apporter un peu d'espoir. Que voudriez-vous que les gens retiennent et appliquent au quotidien? Par rapport à tous les sujets dont nous avons parlé, mais surtout notre place dans l'univers et l'enthousiasme face à l'inconnu. Oui, je suis partial, mais je n'ai pas honte de ce parti pris. De tout ce que les humains ont jamais inventé, la science est peut-être la seule capable de nous donner accès à la compréhension de notre place dans l'univers et d'assurer des voies sûres vers notre avenir, pour assurer notre santé, notre richesse et notre sécurité. La portée du déni ou du rejet de la science par les gens entraînera la disparition d'une civilisation éclairée. Et autant faire demi-tour et retourner directement dans les cavernes, parce que c'est là que nous finirons sans elle. Neil deGrasse Tyson, c'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous et un vrai plaisir de parler de tous ces sujets. Nous espérons avoir plus de temps avec vous à l'avenir. Ton Dieu est trop petit. Mon univers est petit, mais au moins il s'étend. C'était sûrement une de mes histoires préférées. Très terrifiante aussi. Il y a aussi des choses qu'il dit, c'est comme si c'était à des poèmes qu'il a. Genre, est-ce qu'il les répète devant un miroir? J'aimerais voir à l'intérieur de son cerveau combien de circonvolutions il a. S'il te plaît. On dit qu'Einstein avait beaucoup de circonvolutions. Tu penses qu'il a beaucoup de circonvolutions? Où garde-t-il toutes ces informations? Il n'y a pas de paroles de chanson là-dedans? Je doute qu'il ait une seule parole de chanson. Je ne sais pas si c'est vrai. Quelqu'un a remarqué les motifs sur sa chemise? On dirait un rocker. Mais je doute qu'il y ait des paroles de chansons là-dedans. Tu aurais dû le voir arriver avec son chapeau et des têtes de mort sur sa chemise. Il ne savait pas qu'il y avait des têtes de mort sur sa chemise quand il l'a acheté. C'est un détail discret. Si vous regardez cet épisode, remarquez-vous les têtes de mort? Il est vraiment fan de The Big Bang Theory, c'est incroyable. Je pense que ce qu'il a dit est très vrai. C'était vraiment spécial d'avoir une série sur cet aspect de la culture et de notre société. Tu sais, je ne l'avais jamais regardé quand j'ai passé l'audition. Et donc, je me souviens que quand j'ai un peu découvert la série, je me suis dit « Oh, ce sont exactement le genre de personnes avec qui je vais à la fac. Ce sont toutes les personnes avec qui je traîne tous les jours quand on est à la fac. » J'ai l'impression que ma vision sur la connexion esprit-corps a été mal présentée. C'est-à-dire, je n'attaquais pas la science, j'essayais juste de reconnaître qu'il y a des domaines. Bien que la méthode scientifique soit notre meilleur moyen de comprendre les choses, il y a certains aspects que nous ne pouvons pas étudier ou pour lesquels elle s'est révélée insuffisante. Et quand nous avons interrogé des gens, ils sont si prompts à rejeter toute forme de remise en question pour défendre ce qui a été présenté comme vrai. Et ce qu'il a dit, ce que j'ai apprécié, c'est que beaucoup de choses qui ont été présentées comme vraies n'ont pas été testées, mais elles sont quand même défendues en disant « c'est ce que dit la science » et il n'y a aucune raison de ne pas y croire. Je pense qu'il y a plusieurs choses. En toute honnêteté, si j'avais su que tu voulais aborder ce point de vue, j'aurais présenté quelque chose de plus cohérent. On aurait pu parler de Neil Tice, j'aurais pu, mais je n'ai pas pu le deviner. Celle de Gabor Maté, je pense qu'elle est significative parce que, tu sais, personne n'aurait pensé qu'il existe un profil pour les personnes qui développent un cancer, n'est-ce pas? C'était presque un sacrilège de penser à ça, ou d'évoquer le lien entre propriétés immunitaires et facteurs de stress environnementaux. Tu sais, il n'est pas vraiment dans le domaine de la discussion sur les traumatismes intergénérationnels. Ce n'est pas pour ça que je me tournerai vers lui. Ou la médecine à proprement parler. Exact. Et il reconnaît la complexité d'essayer d'étudier à la fois la psychologie et la physiologie. J'ai quelques problèmes avec le fait que nous soyons, disons, 1% différents des chimpanzés et à quoi ressemblerait quelqu'un qui serait 1% de plus que nous. Parce que cela suppose que c'est sur une sorte d'échelle linéaire ou exponentielle, alors que l'échelle n'a pas besoin d'être la même. Mais bon, je ne voulais pas entrer dans ce débat avec lui, mais je comprends l'idée.
Et en fait, je pensais qu'il dirait qu'il n'y a pas d'extraterrestres, que ça n'existe pas. Et j'ai été agréablement surprise quand il a dit que la simulation est en quelque sorte structurée comme ça, en fractal. Et tu sais, Valérie a dit qu'il y a des épisodes de Black Mirror qui traitent exactement de ça. Mais aussi cette idée que oui, il doit forcément y avoir quelque chose de bien plus intelligent que nous pour nous observer. Et c'est pour ça qu'il ne croit pas à cette idée selon laquelle ils nous rendent visite avec des lasers et qu'il y a des enlèvements, mais c'est un autre sujet. L'autre chose qui m'a posé problème, c'est une certaine simplification excessive de la durée de vie de l'homme des cavernes. Parce que, Nous n'allons pas vivre éternellement, il y a une limite à la durée de notre vie. oui, et ou pas. L'idée que l'eau était propre et que tout était bio, Je n'ai pas aimé. nous n'avions pas assez accès à la nourriture. Donc l'agriculture, bien sûr, a permis d'augmenter la production alimentaire et le fait que nous puissions avoir accès à la nourriture régulièrement. Personne Personne ne savait rien non plus sur la nutrition. nous n'avions pas d'abri. Donc, je pense qu'il y a, enfin, quand on dit que la science a prolongé notre espérance de vie, personne ne remet ça en question. Bien sûr, les interventions médicales, le fait que nous ayons l'assainissement, le fait que nous ayons la plomberie intérieure, Lavez-vous les mains avant de enfoncer dans un corps. le fait d'avoir des abris et de ne plus vivre dans des grottes. Les grottes peuvent être très protectrices. Il y a eu tellement de progrès dans la civilisation moderne, donc j'ai l'impression que c'est une métaphore mixte, genre « ce n'est pas ça » ou « nous devrions manger bio ». Je suis d'accord. Et je ne sais pas pourquoi je défends autant les chimpanzés. Tu as vraiment... Je me suis emballé. Parce que l'idée que si tu mets un chimpanzé dans un laboratoire humain et que tu lui demandes « tu comprends ce que je dis ?» et il ne comprendra pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de capacité. Ce n'est pas une capacité intellectuelle mesurable, mais les chimpanzés sont incroyablement sophistiqués. Ils vivent dans des groupes sociaux très élaborés avec des règles complexes. Ils utilisent des outils et transmettent des informations. Je veux dire, c'est vraiment très très évolué, très beau. Mais oui, c'est vrai, ils ne parlent pas. À part les personnes qui participent à l'émission télévisée Retour à l'instinct primaire, qui sont envoyées dans la nature pour essayer de survivre, Oui. tu sais, il a dit « on peut tous survivre ». Non. Si j'envoyais 99% des citadins dans la nature et que je disais Il serait mort en 1 heure. « bonne chance, tu ne t'en sortirais pas si bien ». On nous a enlevé ça, on a perdu cette capacité. Mais tu sais, il parle d'ingéniosité. Et tu sais, je ne pense pas non plus que le langage parlé soit la seule mesure de l'intelligence. On sait qu'il existe beaucoup de formes différentes d'intelligence, on le sait. Je veux dire, même Stephen Hawking, l'exemple qu'il a utilisé, n'est-ce pas? Il communiquait via un ordinateur contrôlé par ses yeux et tout ça. Je ne pense pas qu'il s'exprimait avec autant de généralité, ni de façon aussi catégorique. Je ne sais toujours pas pourquoi je défends les chimpanzés, mais c'est le cas. Je suis toujours frappé par la discussion sur la matière et l'énergie noire. J'aurais aimé avoir plus de temps pour en discuter avec lui. Le plus grand problème en science, c'est que 95% de ce qui compose notre univers est inconnu. Ça ne perturbe personne d'autre. Je pense que c'est bien plus inquiétant que ce que les gens admettent. Je veux dire, même le fait que quand tu regardes quelque chose, tu penses que tu vois la chose. Je vais juste utiliser ce verre. Je pense que quand je regarde ça, je vois un verre. Si tu me demandais de décrire ce verre, je dirais qu'il ressemble à ça, avec ce diamètre, ce biseautage et cette couleur. Voici le liquide qu'il contient que je peux percevoir et tout ça. En fait, si tu prends du recul ou si tu fais un zoom arrière, ce n'est pas ce que ça... C'est la représentation qui a été projetée à l'envers au fond de mon œil, sur la rétine. Je ne sais même pas ce que toi tu vois là. Je vois peut-être quelque chose de totalement différent. On décrirait probablement ce verre de façon similaire. Mais nos mots pourraient être utilisés pour parler de choses différentes, mais on voit peut-être quelque chose d'assez... C'est un autre aspect, celui des limites du langage humain, mais je parle de la perception individuelle. Oui. Ceci est un objet, n'est-ce pas, qui est composé de molécules et il absorbe tout du spectre des couleurs, sauf ce que je vois. Donc, si tu étais un extraterrestre venant d'une autre planète, si tu étais un observateur extérieur, ce n'est en fait pas du tout à ça que ressemblent les choses. C'est ce que notre cerveau calcule à partir des données que nous pouvons percevoir, qui sont traitées par le cerveau que nous avons.
C'est ça que nous voyons. C'est pour ça que, quand les gens disent que ce n'est qu'une projection, c'est projeté sur un écran, le monde porte un masque. C'est ce que tout ça est. Tu n'existes pas vraiment. Aucun de nous n'existe. Tu es le fruit de mon imagination, assise sur la chaise en face de moi. Mes cheveux sont-ils plus beaux que je ne le pense? Placé ici par un enfant extraterrestre dans son terrarium, dans la simulation dans laquelle j'ai été créé. Et nous puiserons dans les annales akashiques pour avoir accès à tout cela. Ça me paraît logique. Si vous voulez plus de contenu divertissant comme ça, suivez-nous sur Substack, Mayim Bialik's Breakdown sur Substack, où nous publions du contenu explorant ces sujets en profondeur et répondons aux questions des auditeurs et des membres de la communauté. Alors venez jeter un œil. De notre décryptage à celui qu'on espère que vous n'aurez jamais, à la prochaine.